Bien, bonsoir à tous. On m'a demandé de voir un petit peu les blessures au niveau du terrain et de savoir comment je me comportais vis-à-vis de ces blessures. Alors, il y a deux cadres de figure. C'est ce que j'appelle moi la bobologie, c'est-à-dire que ce sont des blessures bénignes, dont en principe je ne m'occupe pas parce que je suis sur le banc et qu'il y a un kiné ou un préparateur physique qui connaît aussi bien que moi, sinon mieux, toutes ces petites blessures qu'on guérit avec un coup de bombe, de froid, etc. Alors je ne vous parlerai pas de ça parce que ça ne m'intéresse pas du tout, je ne pense pas que ça vous intéresse aussi. Par contre, je vais vous parler du diagnostic de départ sur un blessé grave jusqu'à son arrivée à l'hôpital et son suivi après pour la reprise de l'entraînement et éventuellement des matchs. Alors si vous voulez, je vais vous donner un exemple bien précis. C'est un pilier qui a reçu un impact direct assez important et qui est tombé sur le terrain, pratiquement inconscient. Et à ce moment-là, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord d'écarter tout le monde qui est autour, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent là pour vous donner des conseils, qui sont toujours malvenus, vous devez savoir ce que c'est. Quand vous avez écarté tout le monde, il faut, la première des choses, avant de faire un diagnostic plus ou moins précis, c'est de bloquer la colonne cervicale. Alors il faut le faire, si j'avais su, j'aurais amené des instruments, mais on a trop peu de temps. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne la tête, pendant que l'autre passe le collier cervical. Je parle du collier cervical professionnel, c'est-à-dire un collier cervical qui peut grandir ou s'amenuiser en rapport avec la longueur du cou. Et à ce moment-là, quand il est bloqué, on essaye de faire ce qu'on appelle le score de Glasgow. Alors je pense que vous êtes au courant de ça. Le score de Glasgow, ne retenez pas ce nom si vous voulez, c'est simplement un examen qui nous permet après quelques questions de savoir si le joueur est inconscient ou pas. Alors il y a comment t'appelles-tu, où tu es né, quel âge as-tu, quelle année, etc. Alors s'il vous répond, c'est que les problèmes cérébraux graves et neurologiques sont à écarter. À partir de là, quand on a diagnostiqué une blessure au niveau de la colonne cervicale, et ceci est grave, déjà le joueur va vous répondre lorsque vous lui demandez est-ce que tu sens quelque chose dans les bras, il va vous répondre je sens de l'électricité, je sens une espèce de douleur, et à ce moment-là, même s'il récupère, et souvent, sur la demande de l'entraîneur et du joueur lui-même, il demande à repartir parce qu'il ne sent plus rien. Alors là, grosse faute, c'est d'obéir à ça, et j'ai eu une fille qui a eu ça, qui est repartie, et ça a été le drame parce que maintenant elle ne joue plus. Alors, le problème qui se pose, c'est la sécurisation du transport. Même si vous trouvez que le joueur est en bon état, il faut le laisser immobiliser du point de vue cervical et appeler les pompiers. Parce que seuls les pompiers savent sécuriser un transport dans une coquille gonflable où le malade, le joueur, est complètement bloqué et on peut l'amener tranquillement à l'hôpital. En principe, là, j'abandonne le terrain et je m'en vais avec ce joueur et les pompiers. Je l'amène aux urgences, si urgence il y a à l'hôpital, si l'hôpital il y a trop de monde, je vais ailleurs parce que j'ai des ouvertures dans d'autres cliniques. Et à ce moment-là, je demande très très vite, d'abord une radio simple, et ensuite ou un scanner ou une IRM qui va me révéler soit une petite entorse bénigne, soit quelque chose de plus important avec atteinte des portions radiculaires, c'est-à-dire les nerfs qui sortent de la colonne cervicale, ou alors, plus grave encore, des lésions médulaires. Sachez que on voudrait arriver au degré zéro de blessure de joueurs en fauteuil. On y était arrivé il y a 2 ans, et cette année, hélas, on en a 6, dont un qui sera irrémédiablement en fauteuil et il n'est pas bien du tout, qui est de Lyon, c'est un jeune de 18 ans, et pas du tout en mêlée, mais dans un ruck. Et alors c'est pour ça que maintenant, on arrive à demander, d'abord on était partisans à la Fédé là-haut, parce qu'on a créé une commission médicale territoriale, dont je fais partie, et on a voulu créer, si vous voulez, il y a eu l'instigation, et après ça s'est réalisé, d'allonger les temps de commandement aujourd'hui. Et vous avez vu qu'avant, il y avait
il n'avait même pas le temps de finir le mot stop, que tout le monde était entré, et que maintenant il y a un minimum 2 secondes d'attente entre l'avant-dernier et le dernier commandement. Alors, on m'a demandé de faire une enquête dessus, et si c'était valable ou pas. Alors là, vous allez être étonnés, moi je croyais que tout le monde allait être ravi. Et en fait, j'ai demandé à des référents de Marcoussis, à Didier Sanchez, on connaissait tout. On a demandé chez nous à Jérôme Sanchez, qui est un garçon avec qui on peut parler sur le problème de la mêlée. C'est 50-50. Il y a 50% des piliers qui disent que c'est une bonne chose et 50% des piliers qui disent que c'est mauvais. Mais si on approfondit un petit peu cet interrogatoire, on s'aperçoit que parmi ces 50% qui ne sont pas contents, ce sont ceux qui veulent intimider l'adversaire. Alors ils vous le disent, moi je ne peux plus intimider mon adversaire, je ne peux plus lui faire peur, je ne peux plus rentrer un petit peu avant lui sans que l'arbitre s'en rende compte. Et ça, c'est pas très bon pour ça. Ce qu'il faut, c'est respecter ces temps. Alors je reviens à mon joueur blessé. Ou bien, c'est grave, à ce moment-là, je l'envoie dans des centres beaucoup plus spécialisés qu'à Perpignan. Hélas, on n'est pas très équipé là pour ça, par Cerbère, mais encore. Mais ensuite, pour la reprise dans les blessures qui ne sont pas très graves, je suis très prudent. Il faut laisser, comme dit la chanson, le temps au temps. Il est très mauvais, c'est pour ça qu'on voit dans les équipes 15, 20, parfois 25 blessés, et que l'équipe est complètement décimée, parce que il me semble qu'on fait reprendre sous la pression des entraîneurs, sous la pression, pas les préparateurs physiques, ceux-là ils sont un petit peu plus sérieux à ce niveau-là, mais les autres, c'est pas qu'ils ne soient pas sérieux, ils veulent absolument avoir leur effectif pour pouvoir gagner le match suivant. Or là, il ne faut pas hésiter, une blessure, par exemple, je vais vous donner un exemple, une déchirure musculaire d'1 centimètre, c'est minimum 10 à 15 jours. Et après, on multiplie. Et à partir de 4 ou 5 cm, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Et selon le niveau de l'individu, du joueur, on ne reprend pas tout de suite comme ça sa forme. Quand on est d'un très haut niveau, on compte par exemple 3 mois d'arrêt plus 1 mois de récupération. Voilà. Je pense que vous voyez un petit peu le cursus. On prend le malade sur le terrain, on sécurise le transport, on l'amène aux urgences, on fait le diagnostic et à partir de là, on décide. On traite ou on le met dans un centre spécialisé. Voilà. La reprise de l'entraînement et des matchs se fait très calmement. Très calmement. Il faut d'abord que la radio soit normalisée et que tout soit rentré dans l'ordre. Ça peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend, mais il faut prendre le temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser ?